ça, c'est dans le numérique. Je pense qu'il faudrait peut-être voir le parallélisme avec le secteur minier, comment essayer donc de mettre de l'argent au niveau du secteur extractif. C'est vrai que ça demande du moyen, comme l'a dit le directeur M. Mbaye. Ça demande beaucoup de moyens donc, pour créer un start-up, des start-up, pardon, dans le secteur extractif. C'est pourquoi donc, le contenu local est très important. Mais pour capter des ressources aujourd'hui, avec ce secteur-là, c'est très difficile. Et pour conclure, pour moi, la problématique n'est pas seulement une problématique de volonté politique. Les textes existent, ni même uniquement de moyens aussi. C'est une problématique de cohérence donc, entre les ministères. Aujourd'hui, l'INPG existe. Il y a un pas au niveau de l'enseignement supérieur, un pas au niveau du ministère des Mines. Bon, je pense qu'il y a une cohérence d'ensemble qu'il faudrait peut-être faire pour qu'on ait une harmonie d'ensemble entre les besoins identifiés, les opérateurs, les cursus académiques, et entre la recherche fondamentale, l'innovation appliquée, et maintenant essayer également de décentraliser un peu ces formations. Voilà. Donc, tant que nos universités ne sont pas financées, nous ne serons pas pleinement associés également en amont à la définition des besoins en formation, en recherche et en innovation du secteur. Je pense que le risque est que la richesse de nos sous-sols donc, profitera davantage à l'expertise importée, au capital humain et aux scientifiques donc, du pays. Et pour moi, c'est assez le véritable enjeu de souveraineté économique dans ce secteur. Monsieur le modérateur, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Dans ce panel, outre donc les panélistes, nous avons également d'autres experts. Malheureusement, nous n'avons pas pu élargir le nombre de panélistes, mais nous leur avons demandé de réfléchir et d'apporter peut-être des compléments. Il ne s'agit pas de reprendre les questions, mais chacun dans son domaine de faire une contribution, mais entre 3 et 5 minutes au maximum, pour pouvoir un peu donc peut-être mieux consolider les interventions des uns et des autres. Parce que il y a, entre guillemets, des doublons entre donc les panélistes et des experts qui auraient pu être parmi les panélistes. Et donc, aussi bien au niveau de l'enseignement et de la formation, aussi bien au niveau du gaz et du pétrole et du gaz, dans le domaine des mines, dans le domaine de l'environnement, et sur le net, il y a également pas mal de demandes pour intervenir. Donc, nous allons passer rapidement aux discutants. Mais dans ce cadre-là, encore une fois, l'heure avance. Nous avons besoin rapidement donc d'intervention pour pouvoir consolider. Ensuite, nous avançons. Pour ça, je voudrais demander à M. Ousmane Sissé, qui est donc ancien directeur des mines de la géologie, donc spécialiste disons donc de la gouvernance des mines, de pouvoir intervenir rapidement sur effectivement les données géologiques, mais également sur le développement du secteur. Rapidement, M. Sissé. Merci beaucoup, professeur. Mais comme vous m'avez donné 3 minutes, mais vous n'avez pas indiqué le référentiel. Je vais prendre le référentiel martien. Alors là, j'aurai plus de temps. Alors, moi, je pense que nous avons un sérieux problème. C'est-à-dire que nous avons le défaut de l'œil. L'œil, il voit tout, sauf les cils et les sourcils qui le protègent. Le problème que nous avons, même quand on regarde la discussion sur ces questions-là,
Il y a les concepts de RSE qui viennent pour polluer le contenu local, des fois les questions de transformation qui viennent polluer le contenu local, alors que c'est des choses complètement différentes. Deuxième chose, c'est que l'être humain s'est habitué à concevoir des concepts chaque décennie, et dans ces concepts, on met tout pour ne rien avoir après. Bonne gouvernance, développement durable, contenu local. C'est-à-dire que c'est des questions qui nous agitent comme ça, et qu'à la fin, on change d'un concept à l'autre, la transition énergétique. Et dans la transition énergétique, on va mettre les minéraux critiques. Et maintenant, avec la guerre d'Ormuz, ce n'est plus la transition énergétique pour des questions énergie, mais c'est une question des minéraux critiques pour des questions de sécurité et de défense. C'est-à-dire qu'on valse d'un concept à l'autre sans s'arrêter. Le problème de fond, c'est qu'en réalité, moi-même, je suis un exemple du contenu local. Vous êtes un exemple du contenu local, mais tous ceux qui sont là sont des exemples du contenu local. La théorie contenu local est une théorie qui est récente, mais la pratique, elle est ancienne. Parce qu'en 1981, quand on crée l'Institut des sciences de la Terre, quand en 1981, on crée Petrosen, mais c'était pour que toi, Midou et moi, qui sommes formés à l'Institut des sciences de la Terre, que tu ailles à Petrosen et que moi, au niveau des mines. C'est un exemple réussi. Nous devons avoir confiance à notre système d'enseignement. Nous devons avoir confiance à nos universités et à nos enseignants. La question liée au contenu local. Quand il est arrivé de faire le plan minéral du Sénégal, directeur des mines, mais j'ai dit, mais attends, si on me dit que moi je suis bien et qu'à l'université, ceux qui m'ont enseigné sont là-bas et ils ne m'ont donné que 20 heures de cours sur ce qu'ils savent, mais donc les meilleurs sont là-bas, je vais les chercher. Mais je suis parti à l'université, chercher les enseignants et leur dire, venez nous faire le plan minéral. Ils l'ont fait. Il nous faut avoir confiance en nous-mêmes. Aujourd'hui, la question du contenu local, on réalise, on indique des chiffres, mais la question à se poser, s'il n'y avait pas de contenu, c'est-à-dire s'il n'y avait pas toute cette théorie-là, mais ces choses allaient se passer. Parce que si nous segmentons les choses, le contenu local en trois aspects, il y a je les segmente en trois camps. Il y a la segmentation de valeur, il y a la segmentation de volume et la segmentation de niche. C'est la loi de Pareto. Parce que tout ce que les gens sont en train de faire, le transport, la restauration, mais de toute façon, sans contenu local, ça se fera. Ça se fera. Quand on parle de contenu local, nos stratégies, c'est pourquoi c'est intéressant ce que le secrétariat technique a dit. Dans notre stratégie de contenu local, il nous faut aller vers la segmentation de valeur, pas dans la segmentation de masse. La segmentation de valeur signifie que il nous faut apporter beaucoup plus d'exigences dans nos qualités de service. Et l'autre problème que nous avons et que j'ai constaté en tant que directeur des mines, c'est que nous avons une relation difficile avec le temps. C'est-à-dire que la notion de temps disparaît ici. C'est-à-dire que les gens parlent de saison, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de l'heure, mais de la saison. C'est-à-dire que il fait chaud, on ne peut pas sortir. Il y a le magal, on ne peut pas livrer le produit. C'est-à-dire qu'on est dans la saison, on n'est pas dans le temps. Et alors que le temps, time, value of money. C'est-à-dire que on a des difficultés à maîtriser ce temps-là. Et la plupart du temps, donc, comme on a des difficultés à maîtriser ce temps, on se fige sur ce qui est volumétrique, pensant qu'on est en train de réaliser des choses, alors qu'il y a des niches beaucoup plus importantes pour développer le contenu local. Merci beaucoup. Non, attends, je termine, professeur. Rapide, 1 minute. Je termine. Parce que je vais dire, c'est important. Regardez, au Sénégal, nous avons des argiles. Nous avons des phosphates. Les argiles, j'ai essayé plusieurs fois de créer un lien entre le département de chimie, et surtout de chimie minérale, et les industries qui transforment les argiles. J'ai été à Madrid et j'ai vu à l'université de Madrid des brevets sur nos argiles.
des brevets sur nos argiles. Et les sociétés dépensent 5% de leurs revenus dans ces laboratoires. Ici, j'ai cherché vainement cette solution. Ça n'existe pas. Les phosphates, depuis 50, on exploite les phosphates. Et quand vous regardez les recherches aujourd'hui sur les phosphates, c'est quoi? En termes de, on ne parle, oui, le phosphate exploité, exporté. Mais du point de vue de la recherche, développement, où est-ce que nous en sommes? L'autre aspect, et pour en terminer, c'est qu'il nous faut être sur le réel. C'est-à-dire que, je le disais tantôt, lorsque les gens sont en train de discuter sur les questions d'intelligence artificielle, on discute des questions de lac artificiel. C'est-à-dire que l'accès, nous ne voyons pas nos ressources comme étant des moyens de se développer, nous voyons nos ressources comme étant des moyens comment dirais-je, de soulever des questions qui sont à côté. Très bien. Donc, je voudrais, professeur, pour terminer sur cette question-là, insister sur la formation. Et quand je parle de la formation, je pense que déjà nous en avons, mais il y a une inquiétude. Parce que si nous allons vers un monde beaucoup plus technologique, beaucoup plus technique, et que notre enseignement, avec la qualité des enseignants que nous avons une tendance à migrer vers d'autres secteurs qui ne sont pas la science et la technologie, je pense que le travail que nous sommes en train de faire pour aller vers le contenu local, la transformation et autres, c'est un travail qui sera difficile parce qu'il n'y aura pas les ressources appropriées pour le mener. Donc voilà Merci les beaucoup. quelques observations que je voudrais faire. Merci beaucoup, Merci docteur Cissé, Ousmane Cissé. Maintenant, vous avez parlé effectivement de formation. Nous avons écouté monsieur le recteur et nous allons demander au professeur Mahamadan Diène, directeur de l'École nationale supérieure des mines et de la géologie, de pouvoir rebondir par rapport à la discussion, par rapport à l'exposé de monsieur le recteur Mababa Diagne, pour nous dire en fait les curricula et qu'est-ce qu'on devrait faire pour préparer la formation des experts dans ce domaine. Bonjour 5 minutes maximum, 3 minutes, ce serait parfait. Merci, professeur. Donc, rapidement, permettez-moi de vous remercier, vous tous, donc, de nous avoir conviés donc, à cet événement. Donc, pour rebondir sur les deux interventions du professeur recteur Mababa et de Ousmane Cissé, la formation dans le domaine du contenu local, donc la formation va intervenir au niveau de deux points essentiels qui ont été donc soulevés par le professeur Mababa. C'est le développement du capital humain, mais aussi la recherche-développement. Au niveau du développement du capital humain, on a bien réfléchi au niveau des curricula. Donc là, les actions à mener au niveau du développement du capital humain, d'abord, c'est une collaboration étroite entre le monde académique et le monde de l'industrie extractive. Ce qui permettra, dans un premier temps, d'identifier de manière précise les besoins clés de l'industrie extractive, de mettre à jour les curricula, mais aussi de faire intervenir les professionnels de l'industrie. Ce qui nous permettra de créer de nouvelles filières adaptées aux besoins clés de l'industrie extractive. À côté, il faut aussi que au Sénégal, qu'on développe le concept de forum entre l'académie, le monde académique et le monde des entreprises. Ceci par la signature de conventions entre les établissements et les industries extractives, mais aussi de promouvoir les formations en alternance, donc mine, école. Ça aussi, ça c'est pour la formation des cadres. Mais il faut aussi penser un autre point qui est très important. C'est la mise en place d'un canevas de reconversion.
ou de mise à niveau de la main-d'œuvre donc non qualifiée. Ça, c'est très important. Et dans ce cas, il faudra une évaluation des pertes d'emploi, donc qui sont cette évaluation des pertes d'emploi liées donc à la révolution technologique. Parce que parfois, on a la main-d'œuvre non qualifiée, qui après une certaine révolution au niveau de la technologie, donc ces personnes sont donc soit donc renvoyées, mais il faut maintenant chercher comment mettre en place une politique d'accompagnement ou pour la reconversion de ces main-d'œuvre. Et ça, par des cours de renforcement de capacité, de mise en niveau, des certifications, donc que certains analystes ont déjà donc évalué, mais aussi par ce qui va aboutir à la valorisation des acquis. L'autre aspect que le professeur Mababa a dit au niveau de c'est la recherche et développement. Pour cela, c'est très simple, c'est de trouver un cadre incitant les entreprises à financer la recherche et développement. En identifiant donc des rejets miniers et des produits dérivés des substances minérales. Et à côté, les industries vont créer donc des fonds d'appui à la recherche orientée vers la valorisation de ces projets. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur, monsieur le directeur. Bon, nous allons revenir au pétrole. Et dans ce cadre-là, nous donnons la parole à monsieur Joseph Médou, ancien directeur de Petrosen Holding. Et donc, monsieur Médou, vous avez écouté l'intervention donc de madame Ramatoulaye Cissé. Alors, nous voulons savoir exactement quelles sont les orientations possibles au niveau post-pétrogaz ou dans les hydrocarbures pour augmenter les impacts dans le contenu local dans ce domaine. Ah, bon, là c'est bon, oui. Merci professeur. Et je tiens à remercier l'Académie de l'invitation à venir participer à cette journée. C'est vrai que je vais essayer de compléter ma collègue Dr Cissé, comme je l'appelle. Mais tout d'abord, juste permettez-moi de dire un petit mot sur le contenu local. C'est vrai que avec le secrétariat technique, il y a eu beaucoup d'avancées sur le volet contenu local sur le pétrole et le gaz, et surtout les mines. Je pense que les mines sont beaucoup même plus en avance que chez nous, le pétrole et le gaz. Mais pour moi, bon, je suis un peu mon cher ami Cissé. Le contenu local, je l'assimile en fait au développement du tissu industriel. En développant le tissu industriel, on développe en fait les emplois. Donc, c'est automatique. On n'a pas besoin de courir derrière des lois pour essayer de faire le contenu local. Vous m'avez demandé ce que nous pensons en fait pour soutenir en fait le contenu local. Au niveau du COS, secrétariat permanent, on avait réfléchi et je pense que vous étiez même là-bas. Et l'idée, c'est quand même de soutenir les PME, les entreprises locales. Soutien en encadrement, le DG Dangote l'a dit, il faut vraiment en fait les soutenir pour qu'ils soient aux normes ou qu'ils créent des produits aux normes, mais aussi il faut les soutenir financièrement pour qu'ils puissent avoir un accès facile au financement pour pouvoir compétir et pouvoir créer des produits. C'est sur ça qu'on avait axé nos recommandations stratégiques au niveau de l'État. Mais juste pour un petit point avant de terminer, je veux rester sur mes 3 minutes. J'entends parler de transfert de technologie. Ça va être difficile parce qu'on ne peut pas venir faire un brevet pour un produit et ensuite vous le donner gratuitement. Donc, c'est à nos laboratoires de travailler, de créer des choses et de faire des brevets pour soutenir cette industrie.
Je prends juste un exemple en traitement de données sismiques. Donc, on peut acheter la technologie, mais les gars ne vont jamais nous passer les brevets sur les algorithmes. Donc, voilà pourquoi j'exhorte nos universitaires à travailler sur ces algorithmes de manière à pouvoir, même si on achète le logiciel, pouvoir continuer à rendre l'algorithme performant pour pouvoir l'adapter au fil du temps. Sur ce volet, il y a beaucoup de volets, surtout en upstream, où même si on achète les logiciels, si on ne développe pas des labos spécifiques de recherche, on serait toujours à la traîne. Donc, c'était un petit mot que je voulais renforcer. Et sans compter, on a parlé de réadapter la formation. Donc, je n'y reviendrai pas. Merci beaucoup, professeur. Medou, j'avais oublié de dire que également c'est l'ancien directeur du réseau gazier. Et ça me permet de relever qu'il y a beaucoup d'offres de services. Par exemple, dans le cadre des soudures en milieu offshore. Alors, ça, c'est un problème. Ça coûte énormément d'argent. C'est des emplois qui pourraient être créés. Mais malheureusement, je pense qu'il faut que le Sénégal, qui est devenu un pays producteur pétrolier, essaye de mieux former des spécialités dans ce sens-là, puisque si vous regardez le budget, effectivement, donc dans l'upstream ou même dans le downstream, l'essentiel, c'est souvent capté par des étrangers à cause de la technicité, effectivement, des données à utiliser. Donc, je pense qu'il faudrait que l'État, y compris, effectivement, Cospetrogaz, le contenu local, les universitaires, puissent savoir que si nous voulons capter le contenu local, il faut qu'on fasse un effort de spécialisation. Et ça me permet de donner la parole à M. Bassirou Diouf, ingénieur électronique en électronique, directeur général du Centre national de qualification professionnelle. M. Diouf, il est là? Voilà, M. Diouf. Bonjour tout le monde. Merci, M. Dia, pour la parole. Permettez-moi de remercier très sincèrement l'Académie de nous avoir conviés à cette journée de réflexion sur le contenu local. Notre présence ici en tant que directeur général d'un centre de formation professionnelle et technique est hautement symbolique. Je me présente, je suis le directeur général du CNQP. CNQP, c'est le Centre national de qualification professionnelle, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial qui date depuis 1963. Elle a été en 1983 un EPA, établissement public à caractère administratif, mais qui depuis 2000 est passé à un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial qui est chargé de faire du profit et qui a trois principales missions, c'est de préparer à l'emploi des jeunes issus du système scolaire sans qualification professionnelle, c'est-à-dire de former des ouvriers purement qualifiés à la sortie parce qu'il a une formation par alternance, 2 mois dans le centre et 1 mois en entreprise. Et aussi le renforcement des agents en activité, c'est-à-dire que ceux qui sont dans les entreprises et qui veulent maintenant se capaciter, nous les formons. Et la troisième mission, maintenant, ils jouent le rôle de conseil en matière de formation professionnelle auprès des entreprises et des collectivités. Nous remercions aussi M. Bassir Diop, qui est un ancien du Maroc, parce qu'il a été un ancien là-bas où nous avons fait notre formation et nous partageons aussi le réseau Amesmois. En effet, le contenu local ne commence pas sur les plateformes pétrolières, ni dans les mines ou dans les entreprises, mais il commence dans les centres de formation. Et c'est là que se construisent les compétences qui permettront demain aux entreprises sénégalaises et à notre jeunesse d'occuper toute leur place dans cette nouvelle économie. Aujourd'hui, le Sénégal dispose d'une opportunité historique avec l'exploitation du pétrole, du gaz et de ses ressources minières. Mais une question fondamentale s'impose. Sommes-nous capables de fournir à cette industrie les compétences dont elle a réellement besoin? Les métiers sont connus, ils sont nombreux, mais c'est des métiers hautement techniques qui exigent des équipements modernes, des formateurs qualifiés,
mais surtout des certifications reconnues à l'échelle internationale. Le CNQP, fort de ses décennies d'expérience, s'est résolument engagé dans cette dynamique. Nous avons adapté nos formations aux besoins de l'industrie, renforcé nos partenariats avec les entreprises et investi dans la modernisation de plusieurs ateliers. Cependant, permettez-moi d'attirer l'attention sur une réalité que vivent aujourd'hui la plupart de nos centres de formation. Nous avons la volonté, nous avons les compétences pédagogiques, nous avons des jeunes talentueux et intelligents, mais nous ne disposons pas des moyens techniques permettant de former au standard exigé par l'industrie pétrolière et gazière. Cependant, nous allons se conformer en recommandation, surtout à plusieurs défis majeurs qui se pointent à l'horizon. Il y a une insuffisance de financement pour renouveler les équipements pédagogiques pour pouvoir faire face et aider le contenu local. Un accès encore limité des apprenants aux stages et à l'immersion en entreprise. Alors que le CNQP, c'est une entreprise qui fait la formation par l'alternance. Les apprenants, ils font 2 mois dans le centre et 1 mois en entreprise. Il y a aussi une faible implication des opérateurs extractifs dans la co-construction des référentiels de formation. Au CNQP, avant de dérouler un programme, il faut qu'on l'écrive. Et l'écrit du programme, au moins, nécessite 22 jours. Il y a aussi un déficit de certification internationale pour les formateurs et les apprenants, et des difficultés pour anticiper suffisamment tous les besoins futurs en compétences. Pourtant, le contenu local ne pourra jamais atteindre ses objectifs si les centres de formation ne sont pas placés au cœur de la stratégie nationale. Former un technicien après le démarrage des projets est toujours plus coûteux que de préparer les compétences en amont. C'est pourquoi nous plaidons pour une approche plus intégrée où les entreprises extractives, les centres de formation, les universités, les partenaires techniques et l'État construisent ensemble un véritable écosystème de contenu local. Le contenu local ne se mesure pas seulement en pourcentage de travailleurs nationaux recrutés. Il se mesure aussi à la capacité de notre système de formation à produire, ici au Sénégal, des compétences de classe mondiale. Le CNQP est prêt à assumer pleinement cette responsabilité. Avec un accompagnement renforcé de l'État et des industriels, il peut devenir un véritable hub régional de formation au métier du pétrole, du gaz, au service de la vision Sénégal 2050. Merci beaucoup. Je conclurai par cette conviction. Le pétrole et le gaz sont des ressources épuisables. Les compétences, elles, sont des richesses renouvelables. Si nous investissons aujourd'hui dans nos centres de formation, nous ne préparons pas seulement les techniciens pour des plateformes pétrolières, nous construisons une économie plus souveraine, une industrie plus compétitive et un avenir durable pour notre jeunesse. C'est pourquoi je lance un appel. Faisons des centres de formation les premiers bénéficiaires de la politique de contenu local, car c'est dans les ateliers que se forge la véritable souveraineté industrielle au Sénégal. Formés localement, qualifiés selon les standards internationaux et employer prioritairement les compétences nationales. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, parmi les discutants devait donc intervenir Abdul Aziz Sy, qui est le directeur général de Sabodala Gold Operation. Malheureusement, qui à 8 heures m'a appelé pour me dire qu'il a une contrainte, il faut qu'il aille à Sabodala. L'autre qui devait intervenir, c'est Dr Abdou Aziz Sy. Est-ce qu'il est en ligne? Abdou Aziz Sy, Abdou Aziz Ndiaye, je pense qu'il devait être en ligne. Malheureusement, il est actuellement à Paris dans une réunion. Donc, voilà quelques éléments parce qu'Abdou Aziz a pu, dans le cadre de la recherche-développement, régler un problème important dans le domaine des phosphates, notamment donc en séparant donc tout ce qui est P2O5 et avec l'aluminium. Ce qui veut dire que même à défaut de bauxite, on peut utiliser cette opération pour pouvoir développer énormément d'applications dans le domaine de l'aluminium, ainsi de suite. Il devait donc nous présenter ça et je pense que la découverte a été donc brevetée. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce panel. Et beaucoup de choses ont été avancées. Ce que nous allons donc faire, vu le temps, c'est de donner la parole
à des invités qui ont parcouru 500 à 600 kilomètres, parfois 800 kilomètres pour être au rendez-vous. Ce sont donc des gens qui sont au niveau de Kédougou, qui sont au niveau de Thiès et au niveau de Matam. Très rapidement, nous voulons votre sentiment par rapport au contenu local. Malheureusement, vous avez 2 minutes, juste pour nous dire votre sentiment. Alors, je donne d'abord la parole à Abdou Aziz Diop. Abdou Aziz Diop. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Modérateur. Je suis Abdou Aziz Diop, je suis de la société civile, ancien coordonnateur national adjoint du Forum civil, ancien coordonnateur régional de la coalition Publier Pays Sénégal, membre fondateur, ancien président de la commission communication ITE Sénégal. Je remercie l'Académie à travers le professeur Bachir Diop, qui nous a invités à cette importante rencontre. Je disais que c'est une rencontre qui regroupe la technostructure et la zérostructure que nous sommes censés représenter, les communautés. Donc c'est entre les élites et les masses. Et je pense que c'est extrêmement important parce que ces communautés à qui appartiennent ces ressources, à nous tous bien sûr, elles seules peuvent être moteurs de transformation économique et sociale parce qu'elles ont la masse critique. Pour en revenir au thème, moi je vais, monsieur le modérateur, vous permettez pour 3 minutes, juste pour partager l'expérience de la région de Thiès. Et je partirai du global au local. Madame Rokhaya l'a dit tantôt, quand vous allez dans le dernier rapport IT de 2024, la contribution globale du secteur, c'est 455 milliards pour le budget de l'État, dont 435 retraçables dans le budget de l'État du Sénégal. Pour le contenu local, c'est 2135 milliards, dont 1110 milliards pour les fournisseurs locaux ou nationaux et 1025 milliards pour les fournisseurs étrangers. Mais là aussi, il faut aller pour désagréger ces 1110 milliards pour voir exactement qui sont ces fournisseurs locaux et nationaux et quel impact cette somme a eu dans le vécu de ces communautés. Pour la région de Thiès, c'est 585 milliards pour le contenu local en 2024, dont 211 milliards pour les fournisseurs locaux et 374 milliards pour les fournisseurs étrangers. Pour les dépenses sociales qu'on appelle RSE généralement, dépenses sociales volontaires obligatoires, 6 milliards 663 millions. Donc vous voyez ici le gap. Quand on parle même de contenu local, l'emploi local, le secteur extractif emploie 0,74% de la population active. 0,11 394 emplois. Donc c'est un secteur qui emploie moins de 1% de la population, qui contribue à 11% du budget de l'État, mais voyez le contenu local, la contribution du contenu local. C'est pourquoi il est important, monsieur le modérateur, je vais terminer par des défis. Parce que le contrôle local, l'important c'est quoi? Elle crée des richesses, elle crée de l'emploi. Parce que nous le disons souvent dans notre jargon, mieux vaut travailler avec la mine que de travailler pour la mine. Quand on travaille pour la mine, on est simple employé. Mais quand on travaille avec la mine, on a une entreprise, on a un GIE, on crée des emplois locaux, on crée de la richesse locale. Et je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui. Et même nous, en bon Nadior, quand on parle aux communautés dans un langage moins ésotérique, on leur dit « gëna jege gëna yey », mooy contenu local. Parce qu'on a des dispositions dans le texte, dans les codes, différents codes, mais malheureusement, c'est là où je vais terminer, monsieur le Président, les défis. Quelques défis. 4 défis majeurs pour les GIE, les PME, PMI. La structuration, la formalisation, la mise à niveau et le financement. Et surtout l'accès à la cartographie des informations et des opportunités. Parce que nous avons de bons textes. Avant qu'on ait la loi sur le contenu local, nous avions dans le code minier l'article 85 qui parlait du plan de passation de marché. Mais les entreprises ne respectent pas ces dispositions. Alors ce plan annuel permettrait aux GIE d'avoir accès à ces importants. C'est là où je vais terminer. Et dernier élément, monsieur le modérateur, le Sénégal, de pays demandeur, nous sommes devenus un pays convoité depuis des années. Mais le paradoxe, c'est quoi? Le paradoxe de l'abondance. Comment transformer toutes ces dispositions? Nous avons la conformité sur le plan institutionnel, de bons textes, de bonnes lois, de bonnes structures, Mais comment traduire cette conformité
en termes d'efficacité et d'impact. Comment passer de la production à la transformation? Voilà quelques défis. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais interpeller le Bakou. Merci beaucoup, professeur. Par rapport au contenu local, merci, cher professeur et académicien, directeur. Voilà, donc pour Kédougou, je pense que le contenu local commence à prendre le train. En tout cas, il y a eu des avancées pour cette année parce qu'il y a des marchés qui sont dédiés aux locaux parce que on sait que c'est de petites entreprises. La plus grande partie est aujourd'hui à Kédougou. Donc, pour les marchés de 10 millions, c'est dédié totalement aux entreprises au niveau local. Ça, c'est une avancée. Donc, et aujourd'hui, selon le rapport de l'ITE, il y a eu des chiffres, en tout cas, jamais eu dans l'histoire. Ce qui veut dire que le contenu local commence à marcher à Kédougou et sur le plan des marchés au niveau local, mais aussi sur l'emploi. Parce qu'il y a certains emplois, c'est à 100%. Il y a eu des comités locaux de recrutement au niveau de Sabodala, au niveau de Mako et au niveau de Bordeaux. Donc, et ces emplois non qualifiés sont presque dédiés à 100% aux populations locales. Maintenant, s'il s'agit des emplois, en tout cas, qualifiés, c'est là où il y a, en tout cas, du niveau local, du niveau régional jusqu'au niveau national. Donc, je pense que ça, c'est des avancées que nous avons notées au niveau local. Merci beaucoup. Voilà, donc, pour ne pas monopoliser la parole, donc je lance un appel, en tout cas, je fais un plaidoyer pour le secrétariat national du contenu local, parce que il y a des initiatives à Kédougou, la plateforme des mines, la plateforme mine qui est là depuis plus de 5 ans et qui est fournisseur des entreprises minières. Il y a eu le réseau aussi des fournisseurs du département de Saria qui sont là, mais ces gens-là ne sont pas rassemblés. Il faudra aussi que le secrétariat national nous aide à rassembler ces gens-là pour qu'ils puissent adhérer sur la plateforme nationale. Parce que cette adhésion pose problème, je l'ai dit partout, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été effectif et nous demandons en tout cas l'appui du secrétariat national pour mettre en place toutes ces structures ensemble pour pouvoir en tout cas adhérer à la plateforme nationale du contenu local. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons donner la parole à Abdourahmane Si, juste pour exprimer donc le ressenti, effectivement, au niveau de Mako, au niveau de Matam, concernant donc le contenu local. Merci, professeur. Permettez-moi de saluer les personnalités ici présentes dans cette salle. Je vais prendre la parole pour expliquer sur 2 points. Matam est une région qui regorge beaucoup de phosphates. Je prends juste le rapport de l'ITIE que je remercie de passage. L'ITIE qui nous permet chaque année de savoir combien les entreprises ont gagné, combien ils ont dépensé. Et en même temps, le comité national du suivi du contenu local qui nous ont permis aussi de savoir qui est inscrit dans leur plateforme, qui n'est pas inscrit. Maintenant, juste sur le rapport, la SOMIVA fait 19 milliards. Mais sur le plan local, vous savez combien les entreprises ont gagné? 6 millions. 6 millions de francs CFA. Donc, je fais 19 milliards. Les entreprises locales ont gagné que 6 millions de francs CFA. Voilà le paradoxe de Matam. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'extraction. Qu'est-ce qui se passe? C'est des externalités négatives, c'est de la poussière, c'est des maladies qui se développent, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Une entreprise qui exploite nos phosphates depuis plus de 14 ans, ils n'ont même pas de bureau. Pour une activité, pour une invitation, il faut faire 700 km. Voilà le problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est des populations qui sont laissées en rade. Qu'est-ce qui se passe? C'est une RSE
qui se résume en termes d'un sac de sucre déposé devant une mosquée. Qu'est-ce qui se passe? Une RSE qui se résume à nos vieux qui vont au Dakar de Medina Gounass, qu'on donne 20 litres de carburant. Voilà ce qui se passe. De l'autre côté, je remercie monsieur le professeur Diop qui nous a rendu visite et monsieur le directeur ici nous a rendu visite à Matam. Le paradoxe, Matam est une région, on a le fleuve, on a les terres arabes, on a tout, on n'a pas d'engrais. Oui, le phosphate est transporté. Qu'est-ce qu'on voit? Que des camions qui sillonnent 24 sur 24. Pas de transformation locale. Donc voilà le problème. Le problème aussi, je salue notre chère dame, là, notre sœur, la directrice de l'ISEP de Matam, qui a fait un travail extraordinaire. Je n'oublie pas le professeur M. Ndiaban ici présent. C'est des élèves formés à l'ISEP de Matam qui ne peuvent même pas avoir un stage au niveau des sociétés qui exploitent les mines à Matam. Donc voilà le problème. Donc ici, à l'autre fois, c'est quoi? Les défis, c'est des défis de formation, de formalisation. Mais une entreprise locale, s'il veut gagner un marché, il faut l'accompagner. Bon, j'ai rendu visite, bon, ça c'est une petite anecdote. Au mois d'octobre, j'étais à Paris. Un ami m'a monté la hague. Il m'a dit, vous avez vu cette grande usine est plus, comment on appelle, lumineuse que la ville de Tawa au Niger. Qu'est-ce qui se passe? À Matam, on n'a pas accès au niveau de la mine. On ne peut pas les rendre visite. Et il n'y a pas de réhabilitation depuis plus de 14 ans. Donc voilà, c'est des problèmes partout. Merci beaucoup, monsieur Si. Nous avons entendu le cri de cœur. Monsieur le Président, je demande s'il vous plaît, si avec vos dérogations, une minute. J'ai oublié quelque chose de très important parce que parmi les parties prenantes, les collectivités territoriales, oui. Et là je voudrais apporter un élément de précision. Les mines comme le gaz et le pétrole ne font pas partie des compétences transférées. C'est sûr. L'État a pris le décret sur le 2009-1334 sur le fonds de péréquation, 20%. Mais depuis 2009, nous avons eu 2 lois, la loi de 2003 et de 2016, 3 décrets et 4 arrêtés. Mais un seul arrêté est effectif depuis 2009. C'est l'arrêté de 2019. 5,215 milliards aux 601 collectivités territoriales du Sénégal. Et vous n'entendez. Et l'État, les entreprises ont payé, l'État a encaissé cet argent, mais n'a pas reversé. Le dernier élément, c'est le FADL, article 116, 115 du Code minier de 2016. 0,5%, c'est pour corriger les disparités qui doivent revenir aux collectivités qui abritent les sites d'exploitation. C'est des milliards. Les entreprises ont fait plus de 2000 milliards. Je parle sous le contrôle de Ousmane. 2000 milliards de chiffre d'affaires. Mais les dépenses sociales, RSE, c'est 6 milliards 663 millions pour les communautés. Vous voyez le paradoxe de l'abondance. Merci beaucoup. Je pense que vous avez soulevé un problème. Sinon, c'est exactement où parce que le Sénégal, en termes de législation et en termes de dispositif, a un dispositif bien robuste par rapport au secteur des mines. Donc, c'est un problème d'application. Vous parlez de ce fonds de péréquation. On parle de fonds de péréquation en 1998, j'étais en ce moment directeur des mines et de la géologie. On a identifié la nécessité d'avoir un retour des revenus du minier vers les populations. En ce moment, d'obliger les sociétés minières à faire effectivement donc de la RSE. Donc on a dit que l'État prenne une partie de ses revenus pour les distribuer, mais pas uniquement sous forme de fonds de fonction, mais plutôt sur des investissements structurants. Je me rappelle bien que ça fait l'objet d'une discussion entre donc le gouverneur de Kédougou et d'autres, mais il y avait un problème d'applicabilité. C'était la même période où il était question de créer un comptoir d'achat au Sénégal. Maintenant, je pense que le rôle de l'Académie, c'est de prendre toutes ces réflexions, d'en faire une synthèse et dans le cadre de l'avis formel que l'Académie devrait adresser aux hautes autorités, nous allons essayer donc de voir scientifiquement, avec beaucoup de protocoles,
comment nous allons donc adresser nos observations et notre avis conforme par rapport au secteur des mines. Et ça, je pense que c'est le rôle de l'Académie, parce qu'il y a des méconnaissances dans les dispositifs juridiques qui entourent le secteur minier, parce que les populations, parfois, ne sont pas informées du dispositif qu'utilise le secteur minier dans ce cadre-là. Voilà. Nous venons donc d'entendre pratiquement les intervenants et nous allons donner quand même la parole à nos chers collègues de l'Académie. Peut-être vous avez fait la part belle aux autres, mais nous avons besoin quand même d'avoir une intervention par rapport à ça. Alors, si vous pouvez... je donnerai la parole donc à Madame Aminata Diassé. Hein? Bon, parce que je n'avais pas vu qu'elle était là. Donc, au niveau de l'Académie, je voudrais donner, peut-être prendre 2 interventions. Donc, professeur Wagué, et qui encore? Est-ce qu'il y a un deuxième? Hein? Le doyen Ousmane Kane. De grâce, nous allons essayer d'être aussi vigilants avec vous qu'avec les autres panélistes. Donc, 2 minutes au maximum. Merci beaucoup. Professeur Wagué. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Académie pour l'organisation de cette journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, à laquelle l'Académie participe effectivement depuis très longtemps. Alors, concernant le contenu local, j'ai été de la délégation de l'Académie qui est allée sur le terrain à Kédougou. Je signale qu'il y avait le professeur Bachir, il y avait Ablaï Dia lui-même, il y avait le secrétaire perpétuel de l'Académie, il y avait le président de la section de sciences, Cheikh Bekay Gueye, et moi-même. Et je considère que quand il y a des événements comme ça, il faut toujours citer les gens qui ont aussi participé. Ça, c'est la moindre des choses dans le domaine scientifique. Même si quelqu'un fait une contribution d'un neutrino, il faut le signaler. Neutrino, c'est la particule la plus légère qui soit. Bon, ceci étant dit, j'ai 2 constats. Le premier constat, c'est sur le terrain. Quand on a discuté avec les populations, le comité local du contenu local, les communautés locales ne sont pas au courant, ne font pas partie de ce comité-là. Même les forces de défense ne font pas partie. Elles ne font partie que quand il y a à régler des problèmes au niveau des populations qui se révoltent. Pour vous dire que les gens sont assis sur des mines d'or et ce sont les gens les plus pauvres du Sénégal. Donc ça, c'est un problème extrêmement sérieux. Ensuite, sur les questions d'environnement, on a complètement pollué la Falémé là-bas. Les populations ne peuvent plus boire l'eau de la Falémé parce que c'est complètement pollué avec le mercure. Donc, on ne prend aucune disposition pour ça. Maintenant, concernant le pétrole, GTA, j'ai eu l'opportunité de participer à une réunion avec le directeur de la pêche. Et il a dit qu'il n'y a pas eu d'études environnementales concernant le récif corallien qui se trouve au large de Saint-Louis. Ce qui fait que maintenant, les pêcheurs ne peuvent plus aller pêcher là-bas. Donc, il n'y a plus de poissons. Donc, vraiment, les questions d'environnement, c'est extrêmement important et il faut qu'on en tienne compte au niveau du contenu local. Donc, pour ne pas être trop long, je voulais insister vraiment sur ces 2 points-là qu'il faut voir de très près et que le contenu local, sans les populations, sans mettre des infrastructures au service des populations comme des écoles, des centres de santé, l'accès à l'électricité, parce qu'on a le soleil, on peut électrifier tous nos villages, tout. Et les sociétés minières qui sont sur place peuvent faire ça. Et moi, ma conclusion, vraiment, je vais le dire, peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, il faut nationaliser.
il faut nationaliser les structures minières. Il faut les nationaliser, c'est la seule solution. Si on continue avec le système actuel, on va parler de souveraineté. Ça va être du vide. Souveraineté avec un contenu complètement vide. Il faut les nationaliser. Merci beaucoup, chers collègues. Vous avez touché également du doigt le problème de l'environnement. C'est pour cela que à ce panel devait participer également la directrice générale, la directrice du climat, mais également donc des fonds, des fonds verts. Malheureusement, elle est actuellement en relation avec son ministre pour visiter et participer au panel qui se déroule actuellement en même temps. Mais vous avez raison, même le secteur de l'environnement constitue un élément important dans le cadre du contenu local. Surtout qu'il est envisagé des études d'impact, mais également des plans de réhabilitation des sites qui pourraient donc générer donc des revenus. Je donne la parole à notre collègue, le docteur Ousmane Khan. Merci beaucoup, mon cher modérateur. On a l'habitude de dire que ça vous de faute pour femme, mais vous me permettrez quand même de féliciter le professeur Bassirou Diop, vous-même, tous les intervenants, tous les discutants, pour vraiment la qualité de vos interventions et aussi pour un sujet d'aussi grande importance qui peut s'avérer vraiment être un pilier fondamental de notre développement. Ce qui a été dit par rapport à ce que l'Académie devrait faire, je crois que ça a été bien dit. Habituellement, l'Académie vient à ces journées surtout pour écouter. Nous donnons la primauté à nos invités. Mais je pense que nous avons bien noté que ce que l'Académie devrait faire en termes d'investissement des politiques publiques, en termes de mise en synergie des acteurs, de la recherche, de l'innovation, de la production et même de la certification, je pense que bonne note a été prise. Je voulais juste faire un petit rappel, j'allais dire historique. J'ai été la semaine dernière à une réunion de l'Union africaine, le conseil scientifique, le conseil de la recherche scientifique et de l'innovation de l'Union africaine. Et j'ai informé que nous allons organiser cette semaine, cette journée. Aucun de ceux qui étaient là n'était pratiquement au courant de cette journée. Tous les pays qui étaient là n'ont pas donc depuis très longtemps connu l'organisation de cette journée. Alors ici, je leur ai dit que nous, depuis toujours pratiquement, nous avons toujours organisé cette journée. Donc le Sénégal aujourd'hui est un des rares pays africains qui organise cette journée-là. Mais ce n'est pas aussi un hasard. D'abord parce que la journée donc du 30 juin n'est pas prise au hasard. C'est le jour de clôture du premier congrès des hommes de sciences d'Afrique. Et le Sénégal avait comme dirigeant de sa délégation le professeur Souleymane Niang, qui est donc devenu président et père fondateur de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Donc il a insufflé un peu l'ADN de la GRSA dans l'Académie qui s'est vue confier par le gouvernement du Sénégal l'organisation de cette journée. Donc c'est pour ça que nous sommes tous au niveau de l'Académie attachés à l'organisation de cette GRSA. Ce qui n'est pas le cas donc des autres pays. Alors, l'autre élément, c'est que cette journée, ce congrès des hommes de sciences de Brazzaville, auquel référence a été faite tout à l'heure, et par le secrétaire perpétuel, et par le directeur général de la recherche et de l'innovation, même par le président de l'Académie, c'était quand même sur l'initiative de l'UNESCO. L'UNESCO du professeur Amadou Mahtar Mbow. Et donc, la réunion préparatoire aussi de ce congrès des hommes de sciences s'est tenue à Dakar, ici. J'ai eu le privilège d'en être un des participants. Et la délégation de l'UNESCO était conduite par le professeur Pascal Lissouba, qui après est devenu président de la République du Congo. Alors, donc, tous ces rappels historiques font que ce n'est pas quand même un hasard si nous, Académie, si nous, au Sénégal, nous sommes attachés à l'organisation de cette journée. Et je pense que tout à l'heure, nous allons aussi passer à un événement de grande importance qui va justement célébrer
une collaboration, qui va formaliser une collaboration entre l'académie et la fondation Amadou Mokhtar Mbow. Oui, ça aussi, c'est pas un hasard. Et donc, je crois que il faut percevoir cet événement comme également un signe d'une volonté divine qui fait que bon, rien n'est au hasard. C'est ce que je voulais souligner simplement, M. le Président, et merci. Merci beaucoup, Dr Ousmane Kane. Bon, je pense que nous sommes bien avancés dans le déroulement de ce panel-là, mais nous avons tenu quand même à peut-être nous tourner vers la nouvelle génération. Si parmi les étudiants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait donner l'impression par rapport au contenu local ou nos discussions, avant effectivement donc de passer à Madame Aminata Diassé et de demander aux autres panélistes de donner le dernier mot. Est-ce qu'il y a un étudiant? D'accord? Oui? Prenez la parole. Oui, donnez-lui le micro. Juste une minute. D'accord, sans souci, nous allons respecter, Inch'Allah. Alors, merci beaucoup et bonjour tout le monde. Donc, je suis Lamine Diak, je suis élève ingénieur en 5e année de formation à l'École nationale supérieure des mines et de la géologie, ex-Institut des sciences de la Terre et également le président de l'Amicale des élèves ingénieurs. Tout d'abord, nous tenons à remercier donc les organisateurs de cette belle initiative. Donc, les discussions ont été de haut niveau, donc nous avons vraiment aimé. Et nous vous remercions également de nous avoir donné l'opportunité d'y assister donc, à ce panel donc, de haut niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous avons bien aimé donc, les interventions. Pour revenir un petit peu sur le thème, le contenu local, donc c'est un thème assez intéressant donc, qui nous tous. Donc, comme vous l'avez dit, comme nous sommes la nouvelle génération et nous sommes appelés à être demain les futurs décideurs. Et je voudrais, par rapport à cela, lancer juste un plaidoyer qu'on n'a pas aujourd'hui, d'après ce que nous comprenons donc de la discussion, qu'on n'a pas parlé de contenu local sans parler peut-être du capital humain. On n'a pas aussi parlé du capital humain sans parler de la formation. Et qui parle de la formation parle également d'un diplômé, et qui parle de diplômé parle bien évidemment de l'insertion. Donc, nous lançons sur ce, donc à tous les directeurs d'entreprise ici présents, donc de penser justement à cette insertion des jeunes là, donc sur dans ce secteur extractif là dont nous évoluons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais donner la parole rapidement à Madame Aminata Diassé pour 3 minutes. Merci, cher doyen. Vous me permettrez d'abord de remercier l'imam professeur Bachir de m'avoir associé à travers l'académie à cette activité de ce matin. Je pense que je pourrais ne pas prendre la parole après la prise de parole de Monsieur Si, qui a décrit un peu ce que nous vivons au niveau de l'environnement, au niveau de Matam. Mais il faut rappeler tout simplement que l'ISEP de Matam fait partie d'un réseau d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel qui est mis en place l'étude et l'évaluation de ce qui se faisait dans les universités. Je vais saisir l'opportunité pour rebondir les propos de M. Cissé, étant membre du laboratoire de chimie minérale et analytique de la faculté des sciences et techniques. Toute problématique de la recherche, parce qu'il a parlé de l'argile, où il y a des brevets dans certains pays, où il n'y en a pas dans d'autres laboratoires. C'est juste rappeler la difficulté que nous avons dans le cadre du financement de la recherche, même s'il y a des éclaircies qui commencent à se voir au niveau du ministère, et que dans le domaine des thématiques de recherche, tous les anciens chercheurs qui sont ici et qui ont fait carrière dans les différentes universités ont su développer des thématiques de recherche qui ne répondaient pas en réalité à notre besoin de terroir. Parce qu'on n'avait pas cette organisation de la recherche et heureusement que ça se développe maintenant. Dire tout simplement que par rapport au réseau des ISEP, je ne cesserai de rappeler que pour un ingénieur, je parle sous le contrôle des spécialistes, on a besoin de 10 techniciens supérieurs.
Pour un technicien supérieur, on a besoin d'une dizaine de techniciens pour faire fonctionner les plateformes et les structures de formation. Toute la pertinence de la mise en place de ces réseaux d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel qui forment des Bac plus 2 et dans la démarche des offres de formation, nous avons appris de ce qui se passait dans les universités en allant sur le terrain pour voir quelles sont les demandes, les besoins en termes de formation et élaborer des offres de formation dans le domaine des métiers et dans le domaine professionnel. Mais je pense que la grande difficulté, cette orientation ne pourra jamais réussir si nous n'avons pas l'adhésion des entreprises et des structures qui doivent accueillir parce que nous formons en alternance. Nous avons besoin de stages. S'il a dit tout à l'heure, on a beaucoup de difficultés. De façon globale, dans les formations que nous déroulons, on a plus de difficultés de voir nos diplômés dans le domaine des mines pouvoir faire de l'entrepreneuriat qui est le socle de ce modèle-là et s'épanouir dans le domaine de leurs compétences. Donc, il y a du travail à faire et on ne pourra jamais réussir ce modèle-là dont on a besoin et qui a même impacté dans l'orientation des offres de formation professionnelle dans les universités s'il n'y a pas cette synergie, ce lien entre les structures de formation et les entreprises. Je pense que l'État a l'obligation de légiférer dans ce domaine-là, ne serait-ce que sous la forme d'une obligation par rapport aux différentes entreprises en termes dans les signatures de contrats pour pouvoir prendre en charge ce besoin d'accompagnement des entreprises pour former des compétences qui permettent de développer notre milieu économique. Voilà les quelques éléments d'analyse que je voulais ajouter dans le débat et encore remercier l'Académie de m'avoir associé à cette activité de ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons donc boucler le panel. Je me tourne vers les panélistes. Juste le dernier mot, 1 minute, le dernier mot de chacun, par exemple, ou le message à envoyer. Madame Diène. Merci beaucoup, professeur. Donc, en dernier mot, je dirais qu'il est important d'investir dans la connaissance du sous-sol, former et spécialiser les compétences nationales, structurer un écosystème national de services. Quand je dis services géologiques et miniers, ça veut dire développer les laboratoires et surtout placer l'innovation au cœur de la stratégie minière. Merci. Très rapidement, en dernier mot, je dirais, sur le plan scientifique, il va falloir également dans les discussions que l'on fasse attention aux amalgames. On a beaucoup parlé de contenu local. Il y a un certain nombre de concepts également qui ont été mis sur la table dans la discussion. On a parlé d'environnement, de sécurité, d'accès à la santé, de RSE, de réhabilitation, d'études d'impact et autres. Ça va être en relation avec le contenu local, mais ce n'est pas le contenu local stricto sensu tel que réglementé. Le deuxième élément, c'est lié un peu à ce que, dans ce qu'on veut faire, il y a beaucoup de pans. Et sur le plan scientifique, pour moi, il faut une approche holistique, vraiment dans l'organisation de ce que nous faisons. Il y a l'objectif qui est de faire de sorte que le contenu local soit un outil de transformation de l'économie. Il y a le cadre réglementaire, la gouvernance, le cadre institutionnel qui est important. On a beaucoup parlé du cadre légal. Certains disent que le cadre légal n'est pas important, mais c'est le point de départ de tout, c'est extrêmement important. L'autre élément, c'est le renforcement du positionnement du secteur privé qui doit être pris en compte. Le capital humain, on en a beaucoup parlé, et également le transfert de compétences et de technologies. Ce n'est pas seulement le secrétariat technique, et là, j'en appelle, disons, à une collaboration de toutes les structures étatiques qui sont impliquées dans la mise en œuvre concrète de ces orientations. On attend les conclusions, le rapport, parce qu'au finish, nous, ce qui nous intéresse, c'est que vraiment tout ce qui a été dit et la note que vous allez faire, qu'il nous parvienne pour qu'on puisse mettre ça dans le panier de la réflexion que nous avons déjà entamée. Merci. Merci beaucoup. Je donne la parole à M. Baba Diagne. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Moi, le point
sur lequel je voulais juste insister, c'est, je pense que le professeur Amin Tadjassé l'a dit tout à l'heure, c'est la relation université, centre de formation et les entreprises minières. Je pense que tant que cette relation est basée sur, en tout cas, une demande d'un seul côté, ça va pas aboutir. Je pense qu'il faudrait peut-être légiférer, donner un certain pourcentage même des contrats qui sont signés aux universités et centres de formation. Si on ne le fait pas, je pense que la relation ne sera jamais huilée entre l'université et les entreprises minières. Donc, c'est le plaidoyer que je voulais lancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais juste m'axer sur 3 choses pour avoir, je pense, pour les entreprises en tout cas, d'avoir un développement économique et social périn. Il y a 3 choses. La première, c'est la formation, la connaissance. Et vous l'avez très bien dit, cette relation recherche-entreprise, par exemple. Moi, pour mon exemple, j'ai eu à faire ma thèse, par exemple, dans une convention CIFRE, pour celles et ceux qui connaissent en France. Et il faut également mettre des garde-fous sur le plan éthique, sur ces relations-là entre les entreprises et la recherche, etc. Ça a été beaucoup le cas développé aux États-Unis et autres. L'autre aspect, c'est l'accès au financement. Ça a été soulevé par le DG de Dangote. Et un exemple simple, c'est par exemple d'impliquer plus ce qu'on appelle par exemple des Exim Bank. Ça se fait beaucoup en Afrique, qui viennent en termes de garantie à travers l'État, mais dans le secteur financier, avec des montages qui sont très calibrés, qui viennent en termes de garantie pour nos sociétés et nos PME et nos GIE locales. Et le dernier point, c'est comment être plus compétitif pour nos entreprises, à nous. Et ça, c'est par exemple avoir une électricité moins chère et donc avoir plus de gaz pour pouvoir transformer localement et que nos industries soient plus compétitives. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça impactera directement l'avantage comparatif que le Sénégal aura sur le plan régional, continental et international. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous et je ferai parvenir également au secrétaire permanent. Je pense que ça nous fera un réel plaisir d'accueillir les membres de l'Académie et également toutes les entités ici présentes pour pouvoir renforcer ces discussions et porter le plaidoyer auprès du président de la République et du gouvernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Rabot. Voilà, nous arrivons au terme de nos discussions. Je vais, en certains moments, j'étais obligé de jouer le rôle de timekeeper. Mais vous comprendrez que ce n'était pas pour peut-être vous arrêter dans votre élan, mais c'était par contrainte de temps. Donc, cette journée nous a permis de retenir 3 choses. La place stratégique des ressources extractives dans le développement et la souveraineté de l'Afrique. Deuxième élément, qu'il est nécessaire de changer de paradigme et de narratif et de considération pour savoir que le sous-sol, les ressources ne devraient pas être uniquement production de rente, mais ça doit être donc des éléments moteurs de souveraineté. Et qu'il doit y avoir un ruissellement entre le secteur des industries extractives vers les secteurs prioritaires. Il ne faut pas tomber dans ce que, dans ce domaine, nous appelons le syndrome hollandais. Ce syndrome hollandais consiste à dénaturer, à déstructurer une économie parce que nous avons en présence une rente. Une rente, elle est épisodique. Il faut donc, à partir de ces ressources, injecter ces possibilités dans l'économie, la transformation de l'économie pour aboutir à des souverainetés. Le mécanisme important sur lequel nous avons discuté, c'est le contenu local. Ce contenu local doit être un mécanisme politique et industriel
qui devrait nous permettre de pouvoir valoriser ce que nous avons comme sous-sol, dans le sous-sol. Mais il ne faudrait pas également, et j'en appelle aux pays producteurs, la transition énergétique, les changements climatiques ont fait que les minéraux critiques sont devenus au centre de la géoéconomie mondiale. Et nous avons constaté qu'il y a rué vers l'Afrique. Il faudrait donc que cette opportunité unique, l'Afrique ne perde pas les possibilités de se développer. Ça ne sert à rien d'avoir des revenus budgétaires. Il faut construire l'économie à travers des apports et du ruissellement de ce que ces ressources peuvent nous donner pour atteindre effectivement les souverainetés. Que cette souveraineté soit technologique, industrielle et toutes les souverainetés, notamment même effectivement donc la souveraineté alimentaire, etc. Le deuxième message que je voudrais véhiculer, il faut développer la recherche. Il faut développer les initiatives. Mais ces initiatives ne peuvent se faire dans le domaine des mines partir de la sécurisation des données géologiques du sous-sol. Parce que, quelqu'un l'a dit, il suffit juste de modifier un pourcentage, évidemment, de teneur de minerais pour faire perdre à l'État des milliards, voire même plusieurs milliards. Donc, il faudrait qu'on sécurise. Dans le domaine du contenu local, je pense qu'il y a des éléments indicatifs. Mais pour que ça puisse aller, il faut un patronat, je ne dirais pas dynamique, parce que ce patronat, je n'ose pas le dire, mais il faut que le patronat soit préparé. Parce que les dispositifs nécessaires au plan juridique, l'État a déjà mis ces dispositions. J'en veux comme exemple. Cette disposition, ce décret qui permet et qui impose à tout investisseur dans le domaine des mines d'accorder, sans avoir pris des risques, aux structures nationales, privées, de pouvoir prendre des parts dans l'exploitation. Mais il ne s'agit pas. Et ça, c'est à titre onéreux que vous allez prendre les parts. Le seul problème, c'est qu'on vous donne l'opportunité de ne pas prendre des risques, mais vous aurez un problème de financement. Et nous en arrivons au problème du financement. Actuellement, sur le plan État, et je dirais, il est un peu, je ne dirais pas aberrant, mais il est difficile, vu la conjoncture actuelle, de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour la transformation de l'économie. Et pourtant, si on s'en à ce que le secteur minier pourrait, et pétrolier pourrait apporter en termes de flux d'investissement et également donc de technologie, je pense qu'il est important de s'appuyer dessus pour créer ce que j'ai appelé le flux stratégique structurant, qui est un package qui, en dehors de l'investissement, s'accompagne avec le transfert de technologie. Et je pense qu'avec ces éléments, que l'Afrique puisse donc effectivement utiliser ses ressources pour ses souverainetés. Voilà, Monsieur le Président, peut-être c'est long, mais je voudrais juste encore vous remercier pour votre confiance, remercier tout le monde et vous dire que cette étape qui est un dialogue, un début de dialogue et d'échange de regards croisés, en fait, ce n'est qu'un début. Vous avez, je pense, dans l'ambition d'aller plus loin et qu'au-delà du contenu local, qui est le mécanisme, c'est d'aller plus loin pour pouvoir bâtir effectivement un document
une proposition, un avis sur ce que le secteur minier pourrait constituer comme levier des souverainetés et de renforcement donc des secteurs prioritaires. Et dans ce cadre-là, l'Académie fera une proposition de feuille de route qui devrait nous amener d'ici 2027 à un socle sur lequel nous pouvons bâtir effectivement l'avis de l'Académie par rapport aux autorités. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur, Monsieur le ministre, professeur Abdoulaye Dia. Comme vous l'avez dit, nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette partie scientifique d'une grande richesse. Certains m'ont dit qu'ils apprécient beaucoup les interventions non seulement des scientifiques, des politiques, mais aussi de ceux qui sur le terrain vivent la situation par rapport au secteur minier, au secteur extractif d'une façon générale. Donc, merci. Alors, nous rappelons que le déjeuner est prévu pour tout le monde. Nous proposons d'inverser un peu. Nous allons procéder à la signature de la convention entre l'Académie et la Fondation Amadou Mahtar Mbow. D'abord, ensuite, l'allocution de clôture du président de l'Académie. Merci. Donc, ils vont passer là pour faire la signature de la convention. Apporter la convention et puis les responsables des institutions vont signer. Oui, ils vont signer ça. Kan moo yore kii bi les conventions kan moo leen yore madame là moom la ko institut joxoon waaw Nous allons donc procéder à la signature de la convention entre la fondation la fondation Amadou Mahtar Mbow, dont nous saluons la présence du président, monsieur le ministre Amadou Kane, et l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, président Dr Mokhtar Touré.
Les micros sont là. Merci beaucoup. Je sais qu'on a un problème avec le temps. Je disais au président Mokhtar Touré que ça faisait tout juste 2 mois que nous avions eu notre rencontre inaugurale à l'Académie des sciences, où il nous avait accueillis. Et au cours de nos échanges, nous avions vu qu'il y avait beaucoup de convergences entre nous, beaucoup de convictions partagées en matière aussi de savoir traditionnel. Et ce que nous puissions aujourd'hui, en cette journée de célébration de la science en Afrique, la renaissance de la science en Afrique, nous scellions notre partenariat. C'est très symbolique pour nous, très symbolique. Et je sais que ça sera pour nous aussi, à travers le déploiement d'actions autour d'axes que nous avons repris dans la Convention. Nous rendrons également hommage à l'action d'Amadou Mahtar Mbow, qui est une personnalité dont on a besoin de parler ici, dans cette académie. En tout cas, nous remercions beaucoup le professeur, le président de l'académie, le vice-président de l'académie et l'ensemble des académiciens qui sont ici. Et nous nous engageons à mettre en œuvre les axes qui sont contenus dans cette convention de partenariat. Je vous remercie. Merci bien, Président. Nous sommes extrêmement heureux de l'opportunité qu'on a saisie aujourd'hui pour signer de façon formelle le cadre de coopération qui nous lie maintenant. Notre défi maintenant, c'est d'y mettre un contenu tangible de manière à pouvoir traduire les objectifs et les ambitions que nous avons de travailler ensemble. Je voudrais vous remercier pour votre disponibilité de la Fondation. Je voudrais réaffirmer la nôtre d'être à vos côtés, de travailler ensemble. Et je pense que le fait qu'on ait signé cette convention, non seulement le jour de la célébration de la journée de la Renaissance de l'Afrique, mais sur une thématique qui, je pense, pourra servir de support pour commencer le travail que nous souhaitons faire ensemble. En tout cas, je vous remercie infiniment. Et nous souhaitons ensemble pouvoir cheminer très longtemps ensemble. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant procéder. Monsieur le Président, vous pouvez rester là-bas. Pendant le président de la Société des Amis de venir, il n'est pas là. Monsieur le Président. dinaa joxe sa yóbbante dinaa joxe sa yóbbante man dinaa joxe sa yóbbante. Voilà, nous allons maintenant écouter l'allocution de clôture du président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Dr Mokhtar Touré. Auparavant, je voudrais transmettre à l'ensemble du personnel de l'Académie les remerciements et les félicitations de toute l'équipe qui a travaillé sur le contenu scientifique. Professeur Dia, ici présent, professeur Bassir Diop, et toute l'équipe qui a travaillé
pour la préparation de cette rencontre vous adressent leurs félicitations et leurs remerciements pour la qualité du travail accompli à tout le personnel. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci, Monsieur le Secrétaire perpétuel. La matinée a été longue, chargée, mais très motivante. À son terme, je voudrais, au nom de notre institution, vous adresser à tous nos très sincères remerciements, et en particulier à l'ensemble des intervenants pour la qualité, la pertinence et la richesse des échanges. Je crois que vous avez offert de nouvelles perspectives et des questions qui vont élargir les frontières de notre réflexion sur le contenu local. Nous sommes conscients que nous n'avons pas fait justice à cette thématique si vaste et si complexe. Mais nos travaux ont confirmé une conviction largement partagée, à savoir que les ressources naturelles ne créent pas à elles seules le développement auquel nous aspirons. Elles n'en offrent que la possibilité. Je crois que notre défi collectif maintenant, c'est d'aider à définir une vision nationale plus cohérente, plus systémique et plus audacieuse. La question qui nous interpelle est ce que nous voulons construire grâce aux ressources que nous disposons au-delà de l'extraction. En termes d'investissement structurant et d'ambition, d'avoir des compétences de très haute facture qui vont nous permettre d'élever le plateau national et pourquoi pas de nous positionner sur le plan régional et international. En conclusion, je voudrais que nous retenions que les ressources naturelles sont un héritage. La manière de les gérer est un choix. Mais la manière de les transformer en prospérité durable est une responsabilité. L'Académie réaffirme sa disponibilité à prolonger cette réflexion dans une perspective de mutualisation des idées, des moyens, des objectifs, en espérant que cette mutualisation débouchera sur des propositions concrètes, pragmatiques et faisables. Aujourd'hui, c'est un point de départ. Demain et après-demain, on continue la réflexion. Et en 2027, nous vous promettons de revenir avec un produit qu'on sera capable de présenter aux plus hautes autorités dans le cadre de la rentrée solennelle de l'Académie en 2027. Je vous remercie pour votre
patience, vos contributions et on reste ensemble. Merci beaucoup. Pour les 6C, les camarades qui sont dans la salle, donc je rappelle qu'il y a un déjeuner.